L'Iran. Quand on entend ce nom, on pense tout de suite aux gros titres, aux tensions politiques, n'est-ce pas? Mais et si on regardait un peu plus loin? Derrière tout ça, il y a une histoire, mais une histoire incroyable, l'une des plus riches, des plus anciennes du monde. Alors la question c'est, comment est-ce qu'une civilisation aussi brillante a pu devenir une des nations les plus isolées? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Et c'est ça le grand paradoxe iranien. D'un côté, une nation incroyablement fière de son passé, de ses empires, et de l'autre, une nation en rupture avec une bonne partie du monde. Pour comprendre ça, il faut vraiment creuser, remonter jusqu'aux racines de son histoire. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre feuille de route. On va d'abord plonger dans son héritage antique, très important. Ensuite, on verra la grande division religieuse, qui a tout changé. Puis, on parlera des cicatrices, celles laissées par l'ingérence étrangère. Ça nous mènera tout droit à la révolution de 1979. Et à la fin, on se posera la question, quel avenir pour l'Iran aujourd'hui ? Ah, et on commence par le commencement. Pour vraiment saisir l'identité iranienne, il faut faire un bond de 2500 ans en arrière, à une époque où on ne disait pas Iran, mais Perse. Il faut essayer d'imaginer l'échelle, c'est immense. À son apogée, l'Empire perse, ça allait des Balkans jusqu'à l'Inde. Ce n'était pas juste un royaume, non, c'était le tout premier véritable empire mondial. Et ce souvenir-là, cette grandeur passée, c'est une source de fierté nationale qui est encore très vive aujourd'hui. Mais attention, la Perse, ce n'était pas qu'une machine de guerre, pas du tout. Sa vraie force, c'était son administration super sophistiquée, son respect des cultures locales, ses infrastructures. C'était tellement en avance que même son plus grand conquérant, Alexandre le Grand, au lieu de tout raser, il a fait quoi? Il a adopté les méthodes perses. C'est dire? Et avant l'islam, il y avait le zoroastrisme. C'est une religion très ancienne, avec cette idée d'une lutte cosmique entre le bien et le mal. C'est cette foi qui a vraiment forgé une identité culturelle et spirituelle unique en Perse, bien avant les divisions religieuses qui allaient arriver plus tard. Et on arrive maintenant au grand tournant, le moment qui va définir l'Iran pour les siècles à venir. Après les conquêtes arabes du 7e siècle, la Perse a fait un choix religieux, un choix qui l'a mise sur une voie complètement à part, et souvent en conflit avec ses voisins. Alors tout part d'une question de succession en fait. À la mort du prophète Mahomet, ses disciples se sont divisés. La majorité, qui deviendront les sunnites, pensait qu'il fallait élire le successeur. Mais une minorité, les futurs chiites, eux, ils insistaient. Le pouvoir doit rester dans la famille. Ils soutenaient donc son gendre, Ali. Et face à ce schisme, la Perse, elle, a fait un choix décisif. Elle a embrassé le chiisme, la branche minoritaire de l'islam. Et ce n'était pas juste une question de foi, non, c'était un véritable acte de résistance culturelle. En fait, ce choix a permis à la Perse de garder son identité, de ne pas se faire arabiser par ses conquérants. C'est une décision qui a façonné des siècles de politique dans la région. Et ça explique en grande partie, encore aujourd'hui, la rivalité très forte entre l'Iran chiite et ses grands voisins sunnites. Ok, donc on a la fierté impériale et l'identité chiite. Ce sont les deux premiers piliers. Le troisième, c'est une méfiance profonde envers les puissances étrangères. Et cette méfiance, elle n'est pas née de rien. Elle vient de plus d'un siècle d'exploitation et d'ingérence. Le schéma est assez clair en fait. Pendant plus de 100 ans, les puissances européennes, surtout la Grande-Bretagne et la Russie, ont joué avec la Perse comme avec un pion sur un échiquier. Elles ont pris ses ressources, elles ont manipulé sa politique, tout ça pour leurs propres intérêts. Mais voilà qu'en 1951, tout bascule. Un premier ministre démocratiquement élu, Mohamed Mossadegh, arrive au pouvoir. Et lui, il a une idée qui va tout changer. Il se dit que ça suffit. Et que fait-il? C'est un geste de souveraineté incroyable. Pour la première fois, un dirigeant iranien dit « Le pétrole de l'Iran appartient au peuple iranien ». Forcément, la population est en liesse. Mais à Londres et à Washington, on voit ça d'un très mauvais œil. C'est une menace inacceptable pour eux. Et la réponse de l'Occident ne se fait pas attendre. 2 ans plus tard, en 1953, le sort de la jeune démocratie iranienne est scellé. C'est l'événement qui a littéralement empoisonné les relations entre l'Iran et l'Occident pour des générations. La CIA et les services secrets britanniques organisent un coup d'État. Ils renversent ce dirigeant élu pour réinstaller un monarque autoritaire. Ça a créé une blessure immense. Une méfiance qui est encore là aujourd'hui. Et attention, ce n'est pas une théorie du complot. L'agence elle-même, la CIA, a reconnu son rôle. C'est un fait. Et cet événement est absolument crucial pour comprendre pourquoi tant d'Iraniens voient l'Occident non pas comme un partenaire, mais comme une puissance qui cherche toujours à les dominer. Ce qui nous amène tout droit en 1979 à la révolution islamique. Et vous voyez maintenant que ce n'est pas un événement sorti de nulle part. C'est la conséquence directe de tout ce qu'on vient de voir. Cette fierté nationale bafouée, cette identité religieuse forte et cette colère immense contre l'ingérence étrangère. La révolution, c'était vraiment le choc de deux mondes, deux visions radicalement opposées pour l'Iran.
D'un côté, le Shah qui rêvait d'une monarchie moderne, à l'occidental. Et de l'autre, l'ayatollah Khomeini qui voulait une république islamique farouchement indépendante et anti-occidentale. La révolution, ça a été une véritable explosion de toutes les frustrations accumulées. C'était un rejet total du Shah, qui était vu comme une marionnette des étrangers. C'était aussi une révolte culturelle contre une occidentalisation perçue comme forcée. Et c'était surtout, par-dessus tout, un cri du cœur pour retrouver enfin sa souveraineté. Et tout ça, ça nous amène à aujourd'hui. Parce que pour comprendre l'Iran moderne, il faut absolument comprendre comment ces forces historiques continuent de peser sur ses décisions, sur sa politique et sur sa place dans le monde. Donc si on devait résumer, voilà la formule de l'Iran d'aujourd'hui. C'est un mélange complexe. Il y a cette fierté immense pour un héritage impérial. Il y a cette identité unique, forgée par la foi chiite. Il y a cette méfiance profonde, historique, envers les puissances occidentales. Et au milieu de tout ça, une population jeune, très instruite, qui aspire à autre chose. Et le poids de ce passé, on le voit encore très récemment. Par exemple, quand les États-Unis ont claqué la porte de l'accord sur le nucléaire en 2015. Pour beaucoup d'Iraniens, ce n'était pas juste un jeu politique, non. C'était la confirmation d'un vieux schéma, celui des promesses rompues. Ça a renforcé cette idée qu'au fond, on ne peut jamais vraiment faire confiance à l'Occident. Et voilà la question qui reste en suspens. L'Iran est une nation vraiment à la croisée des chemins, tiraillée entre le poids de son histoire millénaire et les aspirations de sa population. La voie qu'elle choisira ne déterminera pas seulement son propre destin, mais aussi, probablement, l'équilibre de toute une région.